Bonjour Oli, je t'appelle Oli de ton surnom quelque part. Ton vrai prénom c'est Olivier. Tout à fait. Voilà. Et je voulais aborder certains sujets qui n'ont pas été abordés dans d'autres témoignages jusqu'à maintenant. Je voulais parler du travail, l'emploi et l'autisme. Je voulais parler aussi de ton intérêt spécifique, comment tu le vis, et des troubles associés à l'autisme, Oui, pour ensuite terminer par un sujet plus intime qui est celui du couple oui, et ensuite finir avec ton parcours diagnostique à toi. très bien. Voilà. Alors, je voulais d'abord parler de ton travail. Donc, euh, j'ai lu un texte que tu m'as envoyé, c'est un long texte que tu as écrit, donc je sais déjà certaines choses et j'étais très intriguée. Je voulais que tu partages ça dans ces vidéos pour d'autres personnes autistes. Par d'abord le fait que tu as finalement trouvé un travail qui te plaît et qui a l'air, qui pourrait paraître autistico non compatible, mais Tout à tu fait. vas me expliquer qu'est-ce que c'est concrètement, comment est-ce que tu vis cet emploi-là, ce travail-là, et qu'est-ce que tu trouves compatible avec l'autisme dans ce travail-là, ou pas. Alors, c'est un emploi pour lequel j'ai postulé à l'époque où je ne savais pas encore que j'étais autiste. Donc, je ne m'étais pas fixé de limite. Et c'est un métier qui a un rapport avec l'aviation, puisque je travaille à bord des avions, non pas en tant que pilote, mais plutôt en tant que steward hôtesse de l'air. Alors, c'est un métier qui effectivement peut sembler d'un point de vue autistique très très inabordable. Et effectivement, moi, j'ai mis 4 ans à apprendre ce que les autres faisaient tout à fait de manière instinctive, Ah oui, quand même. c'est-à-dire accueillir les gens, dire bonjour aux gens, servir les gens, écouter les gens, bref. Comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? Eh bien, je n'ai pas réussi, euh, comme quelqu'un qui n'est pas autiste, à le faire de manière instinctive. Mais j'ai bâti dans mon cerveau, euh, après 25 ans de carrière, un petit peu tous les types de dialogues qu'on peut avoir avec le client et tous les types de réponses qui vont avec. Donc, j'ai dans ma tête un petit peu tout- tous ces dialogues qui tournent tous les cas, un petit peu comme comme une intelligence artificielle qui répondrait finalement en l'ayant appris, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le leur apprenne. Chaque phrase et chaque réponse dans chaque contexte. C'est absolument énorme. Mais oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver mutique parce que tout à coup ça correspondait pas du tout à quelque chose que tu pouvais appliquer comme réponse, le contexte? Oui, ça m'arrive encore actuellement d'avoir des gens qui me posent des questions auxquelles je n'ai pas la solution parce que je n'ai pas la réponse enregistrée dans ma boîte crânienne. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'appelle un collègue et j'apprends du collègue. Le collègue va venir, il va poser une réponse tout à fait naturelle au client. Et si le client réagit de manière positive à la question, eh bien, je vais assimiler cette réponse et je la ressortirai lorsque la question reviendra. Mais oui, il m'est arrivé de faire d'énormes bourdes, par exemple, ce client qui me dit, moi, je veux pas manger, je veux juste un pain sur mon plateau. Ben, je lui mets un pain sur ce plateau, sans serviette, sans boisson, sans... Qui pas content du tout. Je dis, monsieur, c'est ce que vous m'avez demandé. Mais bien sûr, Voilà, évidemment, bien j'aurais sûr. fait la même chose. Bien sûr. Oh
Après, les collègues me disent, oui, mais enfin, une petite serviette, un petit plateau, peut-être une petite boisson, etc. serait la bienvenue. Il me dit, mais il me l'a pas demandé. Oui, j'adore. Et alors, du coup, je pense à autre chose, c'est qu'à un moment donné, tu es parti au Japon et Oui, tu as cherché un travail. Alors, évidemment, d'après ce que j'ai lu, c'était de toute façon excessivement difficile de trouver un travail, pour qui que ce soit d'ailleurs au Japon. Mais est-ce que tu penses aussi que ton autisme a pu jouer dans le fait que c'était difficile pour toi de répondre aussi aux questions d'embauche? oui, bien sûr. Mm. Du côté où au Japon, les gens ne naissent pas japonais. Les gens sont formés à l'être. Depuis qu'ils sont nés, on les forme à rentrer dans un certain moule. Lorsqu'on arrive en tant qu'étranger, ben déjà, on n'est pas formé au moule. Si vous, en plus, vous cumulez avec une spécificité ou un handicap, vous sortez encore plus du moule. Donc c'est très difficile en tant qu'étranger de trouver un boulot là-bas qui soit un boulot qui soit de tout le monde, qui soit formé dans le moule. Donc soit vous êtes quelqu'un d'hyper expert dans un domaine et là, ça peut vous mener à avoir du travail, soit vous êtes quelqu'un qui est un artiste exceptionnel, et à ce moment-là, vous pouvez travailler dans n'importe quel pays, soit vous êtes une personne qui a de grandes capacités à faire son propre business, et là, vous faites votre propre magasin, et là, il y a possibilité, mais pour trouver au Japon, en tant qu'étranger, le même boulot qu'un japonais, c'est-à-dire ce que moi je recherchais, un boulot de bureau, pas plus, pas moins, là, ça devient difficile. Si en plus, dans l'équation, on y ajoute l'autisme ou une bipolarité ou autre chose, ça devient très très difficile. Et j'ajouterais même que pour les Japonais qui sont nés sur place, qui ont été formés à être japonais, si eux-mêmes ont un handicap ou une personnalité qui sort du moule, ça devient pour eux-mêmes également très difficile de trouver ou du moins de garder un emploi stable au Japon. Ouais. Alors, le Japon, c'est justement un de tes intérêts spécifiques, si pas ton grand intérêt spécifique. Et ce que je trouve intéressant, enfin, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête là maintenant, parce que la première chose qui me vient, c'est par rapport à ce que tu viens de dire. Je connais très peu le Japon, mais j'ai l'impression que au Japon, il y a des choses qui sont aussi, comme je disais par rapport au travail, autistico-compatibles, à savoir, je pense par exemple au fait que les Japonais sont pas très tactiles, ils sont pas très expressifs pour les émotions, ils sont, voilà, des choses comme ça, mais par contre, ils, ils mettent un masque justement énormément parce qu'ils doivent se conformer à un moule. Et pour une personne autiste, ne pas être dans l'authenticité, c'est très difficile. Donc, j'imagine que toi aussi, tu as trouvé là-bas des choses qui te convenaient bien et d'autres qui te convenaient pas du tout. Effectivement, c'est tout à fait vrai. J'aimerais énormément y vivre, mais malheureusement, le grand drame de ma vie, c'est que je ne pourrais pas m'adapter au monde du travail. Cependant, le monde du travail et la vie au Japon sont vraiment deux choses différentes. Donc le monde du travail qui est vraiment coulé dans un moule, et alors le fait d'y vivre sans travail, où là les personnes sont très calmes, le pays est très propre, il y a quasiment pas de bruit, il y a peu d'interactions sociales, les gens ne viennent pas vous ennuyer en rue ou vous parler comme ça se fait dans d'autres pays. Les magasins sont bien rangés, tout est à sa place. Il y a
pas vraiment de surprise, je dirais, au Japon. Pas Tout d'inattendu. est, tout est fait d'une certaine manière, et cette manière correspond vraiment à l'esprit autistique, c'est-à-dire très droit et très carré. Et ça, c'est formidable. Moi, j'aimerais énormément terminer ma vie là-bas. Si la vie me le permet, je le ferai. Et puis sinon, je serais très triste, mais tant pis. Mais donc, il y a des choses très compatibles avec l'autisme, d'autres peut-être moins, mais enfin, j'aimerais que tu puisses expliquer un peu, peut-être pour des personnes qui connaissent pas bien l'autisme, qu'est-ce que c'est un intérêt spécifique? Parce que c'est pas juste que tu te dis, ah oui, j'aime bien le Japon. Il y a quelque chose d'extrêmement intense chez la personne autiste dans l'intérêt spécifique. Tu peux dire quelle place ça a pris dans ta vie, le Japon, à partir de quand, et qu'est-ce qui fait, ça fait beaucoup de questions à la fois, mais qu'est-ce qui fait que tu es entré dans cet intérêt-là? Alors, j'ai à peu près 15 16 ans et je ne suis pas accepté à l'école. Les gens me font des brimades. Il y a beaucoup de gens qui m'ennuient, qui me parlent mal. On me répète que je suis un con à longueur de journée, que j'ai pas la maturité, que un petit peu ça va. Mais il arrive à un moment donné où il y a un ras-le-bol et où je me dis, moi j'aime bien les animés japonais, j'aime bien les mangas japonais, j'aime bien le monde japonais. À partir d'aujourd'hui, j'ai 15 ans à ce moment-là, je me dis, je ne suis plus belge, je suis japonais. C'était de Et toute je n'ai façon plus étranger parmi les autres, tu te sentais étranger, donc autant... étranger, je me sens étranger au quotidien parmi les gens Ouais. de mon environnement. Aussi bien les gens de mon école que la famille également. Je me sens complètement étranger, je me sens tout à fait japonais. Et d'ailleurs, Pourquoi je répète à japonais? qui veut japonais, Mais et je pourquoi? répète à qui veut l'entendre que je suis japonais et que j'étudie la langue japonaise et je lis des mangas. Tout mon temps passe à ça, jusqu'à ce que toute ma vie tourne autour. Depuis que j'ai 15 ans, je bois japonais, je mange japonais, je dors japonais, je pense japonais, je rêve japonais. Oui, je fais des rêves qui sont tout à fait dans la langue japonaise. Et qu'est-ce que ça t'apporte comme apaisement peut-être? Enfin, tu vois, l'intérêt spécifique en général, ça apporte quelque chose à une personne autiste. Alors ça m'a énormément apaisé au niveau de l'anxiété. Mhm. Et je voulais absolument trouver quelqu'un et me mettre en couple avec quelqu'un qui soit de là-bas. C'est arrivé et ça n'a pas été parfait et Mhm. c'est toujours pas parfait, mais pour moi c'est le plus grand des bonheurs du monde, même si j'ai pas réussi ma vie professionnelle au Japon, de me dire que quand même je pourrais réussir ma vie affective et et ma vie, comment dire, ma vie, mon identité. Mon épouse, c'est une partie de mon identité. C'est ma moitié japonaise que je n'avais pas à la naissance. Mhm. Et donc, avec elle, je me trouve complet. Je suis complet, enfin. Mhm. Alors, c'est très intéressant que tu te dises ça parce que justement, on va parler aussi du couple à la fin parce que c'est autant, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre pour une personne autiste et notamment une relation, surtout avec une personne qui n'est pas autiste. Parfois, on ne se comprend pas. Voilà. Tu as beau te sentir plus japonais qu'autre chose et pas étranger avec des japonais, quand même, entre deux personnes qui ont des neurologies différentes, il peut aussi y avoir une étrangeté. Et ça, c'est très, très intéressant. Et avant d'arriver à là, je voulais aussi parler des troubles associés, parce que pour simplifier les choses, c'est déjà assez compliqué d'être autiste, mais on a très souvent des troubles associés qui compliquent les choses, notamment aussi dans les relations avec les autres.
Et donc, d'après le texte que j'ai lu, tu en as plusieurs. Donc, je te trouve assez héroïque d'arriver à vivre avec tous ces troubles associés, d'être paisible comme tu l'es. Enfin, j'admire beaucoup parce que tu as des troubles alimentaires. C'est déjà pas facile Exact. même quand on vit en famille, avec d'autres personnes, de devoir à chaque fois dire je peux pas manger ça, je peux pas manger ça. Surtout, les gens ne m'invitent plus à manger. C'est terminé, c'est trop compliqué. C'est ça. J'ai beau leur dire, mais en fait, je suis super simple. Faites à manger comme vous faites à manger pour un enfant de 5 ans. Ça passe à très bien. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas et les gens peuvent parfois croire que c'est des caprices, alors qu'un trouble alimentaire, enfin je sais pas pour toi parce que moi j'ai aussi une fille comme ça, c'est juste pas possible quoi. La psy Non, m'avait c'est dit impossible. vous l'obligez un peu à manger, il faut qu'elle apprenne et tout, mais c'est pas une question de pas envie de goûter parce qu'on a peur que ce soit pas bon, c'est blocage quoi. Exact, Ouais, exact. Mes parents ont essayé à l'époque et puis quand j'ai commencé à vomir tout ce qu'ils voulaient me faire manger et que et que je leur ai dit c'est pas ça, ça passera pas et ça effectivement c'est pas passé, là ils ont arrêté. ouais, ouais. Il fallait la Ah preuve. oui, Ouais. celui qui oblige nettoie. Donc Mm. Mais ils ont c'est arrêté. ça qui est important, je trouve, comme message à faire passer pour des personnes qui connaissent peu l'autisme, c'est que souvent on a l'impression que la personne autiste pourrait faire un effort. On dit oui, mais moi aussi je suis fatiguée, mais vas-y, fais un effort. Ou bien, moi aussi j'aime pas le bruit, mais bon, personne n'aime quand il y a trop de bruit. En fait, on ne vit pas à l'intérieur de la personne, on ne sait pas comment elle vit les choses. Et un trouble alimentaire, c'est extrêmement intense. Une sensibilité peut être extrêmement intense. Une fatigue, ça peut être un vrai burn-out, etc. C'est important de savoir. Mm. Effectivement, du reste, dans le monde du travail, souvent je m'isole pour manger parce que en m'isolant, je peux trier dans mon assiette tout ce que je vais pas pouvoir manger, le mettre à part, sans me manger des remarques du genre tiens, tu manges pas de légumes, tiens, t'as laissé le plus sain, tiens, comment ça se fait, tiens, etc. Donc je m'isole afin que les gens ne le voient pas. Voilà. Ouais. Alors, trouble alimentaire, aussi un trouble que je trouve moi très souvent associé à l'autisme. Enfin, j'ai remarqué maintenant que je connais un peu des personnes avec autisme, c'est la dyspraxie. Donc, Alors tu on peux un peu est, expliquer? oui, tout à fait. On est au milieu, au tout début des années 80, 1980 pour être précis. Et l'école dans laquelle je vais rentrer à l'école primaire, et l'école dans laquelle je suis fait venir une comment s'appelle ce mot, cette praticienne qui s'occupe de ça, le nom m'échappe. Chez nous, c'est des noms Euh, différents. En Belgique, c'est logopède, psychomotricienne, et je crois qu'en France, Psychomotricienne. Une psychomotricienne. psychomotricienne, oui. Je suis de Belgique aussi, il n'y a pas de souci. Donc, une psychomotricienne Mm. vient à l'école et commence à nous différencier. Lui, une classe plus élevée, lui, une classe plus lente, lui, etc., etc. Un petit peu comme dans le film Fourmise. Vous dites, lui sera un guerrier, lui sera un travailleur, un petit peu. Et donc, ils viennent chez moi et on me demande de faire un peu de football avec un ballon, etc. Je sais pas très bien quel pied je dois utiliser. Je me plante, le ballon prend une direction tout à fait improbable. On me classe dans la dyspraxie. On dit à mes parents, eh, votre enfant, il a un handicap. Alors qu'à l'époque, au début des 1980, il fallait que ça se voit très fortement pour être diagnostiqué. Ça, apparemment, chez moi, ça se voit très fort. Et votre fils, il a un handicap moteur un petit peu. Mais vous inquiétez pas, ça, vers l'âge de 11 ans, ça, il va être comme les autres. Mais jusqu'à 11 ans, on va quand même le mettre dans la classe qui est la plus lente. Parce qu'en Belgique, c'est comme ça. Si vous avez deux classes ou trois classes de primaire, il y a toujours une classe
où on va trouver les élèves qui pourraient poser des difficultés. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Des gens qui sont légèrement handicapés, des gens qui sont issus de l'immigration et qui n'ont pas la langue francophone comme langue maternelle, des gens bref, qui Oui. sont, qui sont d'un milieu social plus bas, des gens à qui on a trouvé une légère anomalie, peu importe qu'elle qu'elle soit, on va les mettre dans cette classe-là. Et donc, on se retrouve tous ensemble avec les enfants d'immigrés, avec les très peu handicapés, avec tous les enfants qu'on juge qui ne seront pas capables de faire de bonnes études. Et les autres sont mis dans une classe qui va fonctionner. Alors paradoxalement, parce que ça peut sembler quand même être une méthode, comment dirais-je, discriminatoire. Paradoxalement, ça me sauve peut-être des moqueries et tout ça, puisque comme tout le monde a quelque chose, Oui, quel- quelque part, tout le monde se soutient. c'est ça. Oui, ça c'est chouette, oui. Et ça me permet d'arriver en secondaire tout à fait serein, avoir un parcours d'études dans le primaire qui est tout à fait correct, tout à fait bon, sans difficulté. Malheureusement, lorsqu'on commence le primaire, toutes ces classes, les plus lentes, les plus avancées, sont mélangées et je me retrouve comme beaucoup d'élèves de ma classe en grande difficulté scolaire. Parce qu'il y a un lien entre la dyspraxie et la scolarité. Est-ce que la dyspraxie a joué sur ma scolarité? Bien sûr, au niveau de l'éducation physique, dans le primaire, ça jouait énormément. J'ai dû avoir des cours de rattrapage, entre guillemets, en éducation physique. C'est-à-dire qu'on venait me chercher une fois par semaine avec une autre fille de ma classe. Et on m'a appris, peut-être quel âge je devais avoir 10 ans, à mettre mes chaussettes, par exemple. Ouais. Jusqu'à l'âge de 10 ans, je ne pouvais pas mettre une paire de chaussettes. Donc, C'est mon papa qui était... ouais. Oui, Dyspraxie, c'est vraiment au niveau des mouvements du corps, mais aussi, si j'ai bien compris, ça peut être se retrouver dans l'espace, pas seulement de ton propre corps, mais autour de toi. C'est tout à fait. un lien entre Alors, les deux. la dyspraxie, c'est des gros problèmes au niveau de la proprioception. Explique ça. C'est-à-dire Ouais. qu'on, voilà, et on ne se retrouve pas dans l'espace. Mhm. Moi, je suis quelqu'un qui se perd absolument partout, même encore à l'âge adulte, même encore dans des endroits que je fréquente fréquemment, il m'arrive de perdre mon chemin, parce que je ne me retrouve pas du tout dans l'espace. Mhm. Au niveau du corps dans l'espace, bon, ça va mieux que quand j'étais gamin. Le sport, j'en ai fait beaucoup, mais pas des sports d'équipe. J'ai fait beaucoup de tennis, j'ai fait ce qui m'a quand même appris une certaine proprioception, mais malgré Ouais. tout, on n'arrive pas, même à l'âge adulte, au même niveau que les personnes du même âge que nous. Ça touche aussi C'est- à la motricité fine, donc fermer les et- oui. boutons, découper, ou bien alors l'organisation quand il y a. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec, par exemple, si tu dois suivre une recette, c'est difficile parce qu'il y a plein de consignes et tu dois utiliser plein d'ingrédients et il y a un lien On y pas. reviendra peut-être tout à l'heure, mais ça a été un gros sujet de dispute dans mon couple, Mm. où mon épouse voulait que je cuisine, je m'en sentais pas capable. Elle m'a mis une recette de cuisine sous les yeux et j'étais toujours pas capable de réaliser. Oui, c'est ça. Mm. J'ai dit, bon, bah, je comprends pas, donc je vais mettre un peu plus de ci, donc je vais mettre un peu moins de ça, parce qu'aussi, il y a la question
des tolérances alimentaires. En plus. Si moi j'aime bien le fromage, je vais mettre un petit peu, un peu plus de fromage. Si j'aime pas les oignons, eh bien hop, au revoir les oignons. Ce qui fait que la recette qui n'est déjà pas suivie au départ se retrouve complètement ratée. Et est-ce que ça t'arrive même de pas pouvoir toucher les aliments tellement ça te dégoûte ou quand même pas? Oui, oui, ça, si, ça arrive, ça arrive. Ouais. Bien sûr, je pense que ça arrive à tout le monde, que certaines choses soient dégoûtantes au point de ne pas pouvoir les toucher. Et la conduite, la voiture, Là, conduire une voiture à vitesse, ça doit être infernal. j'ai écrit un article un jour qui s'appelait Zéro de conduite. Et le titre en dit long. J'ai ramé, j'ai pu passer 3 fois mon permis de conduire pratique, alors que je l'ai eu du premier coup au théorique. La place sur la chaussée, c'est encore comme ça aujourd'hui, est absolument catastrophique. Parce que pour pouvoir garder sa place sur la chaussée, il faut pouvoir se retrouver dans l'espace. Et pour pouvoir conduire une voiture, il faut également, en même temps que se retrouver dans l'espace, exécuter toute une série de gestes. Tourner au volant, il y a pour ceux qui ont des vitesses, s'occuper des vitesses, il y a les deux pieds qui également doivent équilibrer, etc. Et Et quand boum, tu te retrouves, est-ce que, ça devient comment ça se beaucoup passe trop. pour toi quand tu te retrouves, imaginons, dans une situation comme Ouais. ça, où il y a des gens qui te klaxonnent et tout, et que le Ouais. stress monte à un stade, est-ce que tu exploses ou est-ce que c'est le shutdown où tu es tétanisé? Quel est ton genre de réaction dans un stress, très surélevé, maximal? C'est plus le shutdown. Ouais, c'est Plus le plus souvent. shutdown. Donc, à la limite, je vais mettre les clignoteurs à l'arrêt et je vais faire croire que la voiture est en panne pour C'est pouvoir bien me comme truc. rééquilibrer, pour pouvoir me rééquilibrer et repartir 5 minutes plus tard. C'est mieux que d'aller faire un accident parce qu'une fois en panique et qu'on rentre dans la voiture devant. Donc, je préfère le shutdown. Donc, Ouais, mais on choisit pas. ouais, C'est bah oui. l'un ou l'autre. Ah oui, ah bah oui. C'est l'un ou l'autre. C'est incontrôlable. Parce que en plus, tu as aussi un TDA, et moi je trouve qu'il y a des similitudes entre TDA et dyspraxie, ou parce que ça se Alors, recoupe. le TDA, lui, n'a pas été diagnostiqué, je vais dire, puisque à l'époque où je suis né, pour qu'il y ait TDA, il fallait forcément avoir de l'impulsivité. Et Oui, moi, je suis plus une personne très, très passive. Donc, je peux rester assis pendant des heures sur une chaise à regarder quelque chose dans le vide sans bouger. Du coup, c'était pas un TDA, il fallait trouver autre chose. Et puis, ça pouvait pas être de l'autisme non plus, puisqu'à l'époque où je suis né, il fallait être déficient intellectuel pour que ce soit de l'autisme. ouais, c'est fou. Donc, ça pouvait être que de la paresse C'est fou, aux c'est yeux, aux fou. yeux, aux yeux des professeurs, aux yeux des, ça pouvait être que ça. Il est distrait parce qu'il s'ennuie, il a des mauvaises notes parce qu'il est paresseux, parce qu'il n'est pas... Ouais, alors que je l'étais. Bon. ouais, c'est dingue. Et il y Et avait, je ouais. paniquais très fort lors de tests. Oui, donc tu as aussi Ici, l'anxiété. Enfin, tu vois, il y a des recoupements avec beaucoup de choses parce que j'ai noté aussi la timidité très grande qui pouvait te conduire jusqu'au mutisme. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve souvent chez les personnes autistes et qui peut amener des phobies sociales ou en tout cas des phobies du téléphone, des choses comme ça. Donc à l'école, ça devait pas être facile. jusqu'à l'âge de 12 ans, moi j'étais un enfant pratiquement mutique. Je répondais aux questions, mais si on me posait pas de questions, je partais pas moi-même dans un dialogue, ni vers les adultes, ni vers mes pairs, ni vers... J'étais un enfant très, 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 très calme, Et, anormalement gentil, anormalement calme, anormalement timide, anormalement anxieux, anormalement taiseux.
Et on met ça, on utilise comme mot à l'époque timidité, oui, en particulier, je dirais, sans se poser des questions peut-être sur... parce que toi, ce que tu vivais à l'intérieur, c'est que, est-ce que j'interprète ou pas, tu avais déjà, tu sentais déjà que tu étais différent et tu avais pas envie d'être moqué, tu avais pas, donc tu préférais te taire que de pas être adéquat aux attentes des autres, ou bien c'était ça, tu crois, qui t'habitait? Petit, je n'avais pas la conscience d'être différent des autres. Simplement, c'était dans mon caractère de ne pas parler, de me taire, et puis ça avait l'air de convenir à tout le monde. Donc je n'ai pas cherché à changer ce trait de caractère. Par la suite, vers 8, 9, 10 ans, enfin moi j'ai pris quand même une certaine distance en me disant peut-être que euh, j'ai j'ai des différences par rapport aux autres. Mais je ne pensais pas du tout à l'autisme, je ne pensais pas du tout au handicap, je pensais peut-être à une paternité, donc mon père qui était quelqu'un de très sévère et qui peut-être m'avait du fait de sa sévérité, c'est quelqu'un qui est très anxieux aussi, hein. Du Anxieux et fait de son sévère. Non. anxiété, voilà, c'est du fait de son anxiété, il m'avait passé son anxiété s'était tournée en sévérité pour pouvoir avoir un certain contrôle, etc. Et de ce fait, puisqu'il était sévère, j'étais très calme et je Non. n'étais pas comme les autres. Donc, moi, je partais plutôt Non. Mais c'est peut-être de ce pas point de faux. vue-là. Ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on relit son histoire en sachant qu'on est autiste, on se rend compte, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais que c'est presque pas possible de démêler les causes d'ordre traumatique acquises des causes innées parce que ça se mêle complètement. Par exemple, il y a beaucoup d'autistes quand même non-verbaux et ça peut s'expliquer quand ils sont non-verbaux ou très forbutiques, ça peut aussi tout simplement s'expliquer par le fait que le langage, c'est le pont vers les relations sociales et ça intéresse pas forcément quelqu'un d'autiste en fait. Lui, c'est pas la priorité pour lui, donc le langage n'est pas, voilà. Il y a tellement d'explications possibles en fait sur une même chose, ouais. Oui, c'est vrai, il est absolument impossible de démêler la personnalité, les traumatismes et les propriétés de l'autisme ou d'autres handicaps. Chacun est différent. Pourquoi? Parce que les trois s'entremêlent. Oui, tout à fait, les troubles associés et tout ça. Et donc, quelque chose quand même qui est assez handicapant et très fréquent chez la personne autiste dont on a déjà parlé, c'est l'anxiété. Bon, il y a l'anxiété sociale, mais il y a aussi l'anxiété tout court. Euh, Liée parfois à la dépression. Mais moi, dans mon esprit, la dépression est un peu la conséquence de tout ça. Quand tu as tous ces troubles associés et que tu te sens pas intégré et que tu te sens moqué, bah, c'est un petit peu logique que ça glisse vers la dépression, quoi. Et toi, tu parles beaucoup d'anxiété sociale, donc la difficulté à créer des liens ou entretenir des liens, sortir, voir du monde, c'est très typique de l'autisme, ça. C'est pas forcément un trouble associé, c'est presque aussi une base quand même, non? Oui, oui, tout à fait. Du reste, je dis souvent alentour de moi qu'il m'aurait été et qui me serait encore toujours impossible d'avoir une relation normale avec quelqu'un de mon propre pays, donc une relation amoureuse. J'ai des amis, oui, je les vois pas tous les jours. J'entretiens pas forcément l'amitié. Généralement, c'est eux qui me téléphonent, c'est eux qui m'écrivent pour me demander comment je vais. Mais c'est vrai que l'amitié, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on va ou qui va de soi C'est pour ça. des personnes autistes. C'est Et quelque chose qui est
dans mon esprit, et peut-être que pour certaines personnes d'autres qui disent, ah, mais moi, je me suis mis en couple très facilement. Je pense qu'il y a des autistes qui effectivement sont dans ce cas-là. Eh bien, ça n'a pas été le cas pour moi. Ça a été quelque chose de très, très difficile. Et je dirais même que ma relation amoureuse maintenant, mon mariage, tient plus de, d'un, d'une évolution intellectuelle que de quelque chose qui serait venu tout de suite du cœur, comme ça, C'est ça. Ça a d'abord été comme on un, voit beaucoup. oui, ça Voilà. a d'abord été un choix. J'ai Oui, beaucoup réfléchi à cette relation avant de la commencer, avant de la poursuivre, avant d'effectivement décider de passer le pas supérieur. oui, oui. C'est très spécifique à l'autisme. Ça, enfin, l'analyse avant l'affectif, souvent, des, tous ces aspects-là. Peut-être plus chez les hommes que chez les femmes encore, mais enfin, faut pas toujours faire des généralités, mais c'est quand même assez typique masculin aussi d'être plus dans le rationnel et le typique féminin d'être plus dans l'émotionnel. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose de différent entre hommes et femmes. Et alors, à propos de l'anxiété, avant de passer au couple justement, je vais lire un passage de ton texte qui m'a ému parce que je le trouve d'abord très bien écrit et puis, euh, je sais pas comment dire. Tu oses écrire sur ce texte, tu parles de la peur et tu oses y aller à fond quoi pour souvent les gens ils ont besoin de cacher leur vulnérabilité pour pas non plus justement se mettre en danger, mais là tu écris ce texte sur la peur et moi je trouve qu'il est en fait apaisant parce que on a tous des peurs en nous et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul dans nos peurs. Et surtout pour les personnes autistes, en fait, souvent, elles cachent leur peur parce qu'elles se disent que ça se fait pas. Mais il y a une peur sourde qui peut être là en permanence parce que surtout à nos âges, je dirais, à force d'avoir vécu le sentiment d'être inadéquat et de pas y arriver, ça peut être, il y en a qui se disent, moi, je me réveille le matin avec l'angoisse. Est-ce que je vais y arriver aujourd'hui, quoi? Et c'est bouleversant, en fait, parce que ça ne se voit pas. Ça va si je lis le texte? Non, si. La peur d'être seule, la peur d'être séparée de ma famille, la peur de ne pas trouver du boulot, la peur d'en trouver et de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir, la peur du changement, la peur de l'avenir, la peur de partir et celle de revenir. Cette même peur qui m'a toujours collée à la peau, celle qui me faisait aller à l'école des crampes au ventre, celle qui me faisait perdre mes moyens lors des contrôles, des examens, des matchs de tennis. Cette peur qui a fait de moi un loser harcelé en classe, cette peur paralysante, incontrôlable et dévorante, celle qui m'empêche de vivre aujourd'hui et qui finira par avoir ma peau si je la laisse faire. C'est tout à fait ça. Je pense il y a rien à ajouter. Hmm. Dans le texte, elle finira par m'avoir, cette anxiété, cette peur, Alors, d'une manière ou d'une autre. je fais déjà une pub ici pour une prochaine vidéo qui est prévue avec une personne qui a vécu des choses très difficiles et qui a été diagnostiquée avec une anxiété généralisée et qui a réussi à mettre en place des outils dans sa vie quotidienne pour dépasser l'anxiété. Voilà. Donc, parce que c'est vrai que je me suis dit, ça c'est hyper important de faire cette vidéo. Pour toi, pour moi, pour les personnes autistes qui vont nous écouter, il y a beaucoup de personnes autistes qui disent, mais à la rigueur, mon autisme, je peux m'y faire. J'y trouve aussi de la richesse. Je trouve mais l'anxiété, ça me ronge de l'intérieur. Fait Et très j'en mal. peux plus de cette anxiété, quoi. Et l'anxiété, c'est quelque chose qui fait très très mal. Mm. C'est comme une maladie, c'est comme un cancer qui te ronge et personne te prend au sérieux parce que ça ne se voit pas, parce que tu vas faire des tests médicaux qui reviennent négatifs, parce que on te dit, ouais, mais peut-être toi, t'es un petit sensible, etc.
Le fait de ne pas être pris au sérieux, déjà, rien que ça, Oui. Ça rajoute, ça fait de ça, l'anxiété carrée ouais, parce que tu peux ça pas être crée. entendu dans ta difficulté, Il y a des alors fois que, où je me dirais, je préférais être atteint d'une maladie rare et qu'on me dit, voilà, t'as ça, on l'a détecté, et plutôt que simplement avoir des troubles anxieux et qu'on me dise, mais c'est rien du tout, voilà. en fait, le handicap invisible, parce que l'anxiété, c'est une forme d'handicap, c'est un double handicap parce que non seulement tu le vis, mais en plus tu n'es pas, on te prend pas en compte dans cet handicap. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive parfois d'avoir presque l'envie de la chaise roulante, tu vois, pour que les gens disent, oh, Voilà, attends, on va c'est ça. t'aider, attends, on va faire ça pour toi. Exactement. Exactement. C'est un simple handicap, mais c'est une double peine. Ouais. Et je pense aussi, je sais pas ce que tu penses, mais si on vivait que entre autistes, on ferait un monde autistico-compatible et il y aurait moins d'anxiété, beaucoup moins d'anxiété. Donc c'est pas seulement, ça vient pas seulement de l'autisme, ça vient de l'environnement et de ce que l'environnement exige de nous. Et tu parles dans ton texte de la joie du confinement. Quand tout le monde était confiné et vivait ça comme un enfer, toi tu vivais ça comme un paradis parce que tu n'avais plus tes sources d'anxiété. Une des meilleures périodes de ma vie. Le confinement, Oui. parfois je me dis, oh mon Dieu, encore un petit confinement, ça ferait du bien. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'air d'accord. Mais Oui. ah, Alors, en même temps, donc là, on va arriver à un grand paradoxe de l'autisme, enfin, que je constate chez certaines personnes autistes, dont moi, c'est que à la fois, on aime tellement être seul dans le silence et avec soi-même parce qu'on n'a plus toutes ces sources d'anxiété, de sentiment d'être inadéquat, de pas y arriver. Et en même temps, on a quand même besoin du lien. Et quand on est en lien, on est souvent dans des liens de dépendance. C'est tellement paradoxal. très, très juste. Très, très, très juste. Avec mon épouse, j'ai pas un contact quotidien. Mhm. Mais si elle venait à disparaître ou à m'annoncer un divorce, ce serait vécu comme une catastrophe parce que malgré le fait que je n'ai pas besoin de son contact quotidien, je sais qu'elle est là et je suis dans cette dépendance affective, un petit peu comme une personne qui serait très chrétienne et à qui un jour on vient annoncer qu'il n'y a pas, qu'il y a personne au-dessus, qu'il n'y a rien au-dessus. Si C'est la cette personne a dédié déclaration. Mhm. toute sa vie à, à la croyance, elle va être très mal. Mhm. Mhm. Ouais. Dépendance affective, hein, malgré tout, même, on ne pourra jamais le prouver. Mais eh bien, moi, c'est la même chose que je vis dans mon couple. Oui, La personne peut ne pas être présente euh, d'une manière physique, mais d'une manière psychologique, elle doit l'être, sinon je ne vis plus. oui. Alors, je sais pas très bien comment expliquer ça, mais j'avais lu des choses très intéressantes là-dessus, sur la difficulté pour la personne autiste d'avoir conscience des frontières. Non seulement les frontières de son propre corps, de sa propre identité, mais du coup aussi les frontières par rapport à l'autre, qui fait que si l'autre entre dans sa vie, il entre dans sa bulle. Et d'ailleurs, l'enfant autiste petit est dans la bulle de sa mère pendant beaucoup plus longtemps qu'un autre enfant. En fait, c'est très difficile de se concevoir comme un je et un tu séparés. C'est soit l'autre n'existe pas, soit on est un. C'est très intéressant. C'est tout à fait vrai. À Mm. partir du moment où une personne entre dans ma bulle, eh bien, il est pour moi inconcevable qu'elle parte de la bulle, Ça fait puisqu'à une ce différence. moment-là, elle fait partie intégrante de, de mon environnement, et même, je vais dire, de ma personnalité. Et lorsque ça se passe, en amour ou en amitié, je le vis très très mal, Oui, sur des très longues durées. c'est ça. Tu as des paroles, si tu veux bien, je reprends tes phrases, des paroles très très fortes. À un moment donné, tu écris, c'est comme si je ne pouvais vivre qu'à travers les yeux d'une autre.
Donc c'est comme si je vais plus loin dans l'interprétation et tu me dis c'est juste ou pas, tu te sens exister parce qu'une autre te regarde et te donne du coup le sentiment d'avoir un droit d'être, une valeur. C'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je n'ai de la valeur que par l'autre. Mm. Si je n'avais plus l'amour de l'autre, euh, pour une raison ou une autre, je perdrais totalement de ma valeur. Mm. Je n'aurais Mm. plus aucune valeur à mes yeux. Et tu vois, quand j'entends ça, parce que moi je vois tout à fait de quoi tu parles personnellement et d'autres personnes autistes, à mon avis, vivent la même chose, je me dis, qu'est-ce que ça rend vulnérable? Il suffit que tu sois aux mains d'une personne vraiment toxique qui va t'utiliser. Waouh, quoi, tu peux te faire, mais vampiriser totalement, quoi. Les personnes autistes sont Totalement. très vulnérables aux relations toxiques, hein. Totalement. Totalement. Ouais. Mm. Et tu écris aussi, donc, en parlant de ton épouse, sans mon épouse à mes côtés pour me tenir la main, je panique. Alors, il se trouve que elle peut ne pas être là physiquement, et là, tu parlais d'un certain moment au Japon, et là, ça fait référence non pas seulement à la dépendance affective, mais aussi au fait, ben, avec tes troubles associés, dyspraxie, tu te perds, tu arrives pas à cuisiner, enfin, il y a des réels handicaps liés à l'autisme et aux troubles associés que même de facto, tu as besoin de quelqu'un pour te dire comment te diriger dans ta vie, quoi. Et ça rend encore Oui, tout plus à fait. vulnérable. Et la personne Tout à pourrait fait. tout à fait te dire, mais écoute, comporte-toi comme un homme, mais il y a des choses que ben, tu Ah, te c'est sens impossible. vraiment perdu, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Je suis un homme, un enfant de 10 ans dans un corps d'un homme de 50 ans. Et je me sers, pas d'une manière toxique, mais je me sers de mon épouse pour avoir des relations sociales, C'est ça. pour avoir quelqu'un qui cuisine, pour avoir quelqu'un qui me dirige dans ma vie, et à partir du moment où cette personne n'est plus là, il n'y a plus personne pour diriger ma vie et elle part en sucette. Oui, 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 c'est. Alors, tu parles aussi à un moment donné de rupture, ça c'était avant ton couple, une rupture qui provoque un choc traumatique, comme pour un soldat revenu de guerre. Donc, Oui, j'ai c'est, vécu. c'est comme si toi-même, tu te disloquais quand Oui, l'autre t'abandonne. Tu vois, comme oui, l'enfant qui vit un oui. traumatisme d'abandon tout petit parce qu'il ne se sent pas exister sans les bras de sa mère, quoi. J'ai vécu ça. J'ai eu une petite amie quand j'avais 20 ans on a habité ensemble pendant 6 mois et quand elle a rompu, j'ai revécu ces moments. Donc ce moment de séparation où elle me disait je t'aime plus, je m'en vais, j'ai revécu ce moment-là jour et nuit, minute après minute, sans même pouvoir dormir. Et même dans mon sommeil, quand même j'arrivais à avoir quelques heures de sommeil, je revivais les mêmes choses. Comme un soldat qui revient du Vietnam et qui a vu ses compagnons morts sur le front et qui revivait cette situation. Moi, je revivais cette situation-là dans ma tête et j'ai revécu cette situation-là en boucle pendant 4 ans. C'est fou, c'est énorme et ça doit être épuisant. C'est ce à quoi Je ça me fait voulais penser. Ouais, ce à quoi ça me fait penser, parce qu'on parlait de dépendance avant, et là on parle d'une rupture. Euh, c'est la drogue dure. C'est comme si tu devais te sevrer d'une drogue dure, quoi. Aussi. Je pense que c'est pire. Oui, Je pense que c'est peut-être. pire parce Je sais pas, j'ai pas que lorsqu'on... l'expérience. Non, je pense que c'est pire. Parce bon, il y a bien des médicaments qui contre la dépression, etc. Mais et ça, ça n'agissait pas. Ça. Ouais. Et alors le lien, parce que j'essaye toujours de trouver des liens. Tu vois, quand on parle de dépendance, je vois un lien, tu vas me dire si tu le vois aussi, entre ça, le fait de se dire qu'on est un, et la difficulté à entrer en conflit. Un, Oui, un lien, c'est un jeu et un tu, et donc on peut ne pas être d'accord, entrer en conflit, et c'est oui, pas grave. Mais une personne autiste a
beaucoup de mal avec les frontières et donc avec le fait de dire non, je suis pas d'accord. Et j'imagine, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais enfin moi j'essaie de voir par rapport à la façon dont je le vis moi. En tout cas, dire non, je suis pas d'accord. Par exemple, il y a certains moments où tu aurais dû pouvoir dire ça à tes parents et tu as pas pu le faire. C'est le Oui, risque de l'abandon. Et c'est trop dangereux, quoi, parce que justement, oui, si tu es abandonné, bah, oui, tu te défais, quoi. tout à fait, tout à fait. Mais d'un autre côté, dans mon métier, c'est être tout le temps de l'avis du client. Ouais. C'est quelque chose qui est formidable. Je m'en fous de qui je suis. Finalement, que je suis de son avis ou que je suis pas de son avis, je vais me déclarer de son avis et il va me faire un grand sourire. Et comme ça, je vais éviter le conflit et ma journée sera bonne et le client sera content et mon patron sera content. Et moi, je vais pouvoir retourner chez moi apaisé. C'est génial. Ouais. C'est là Donc, que tu as trouvé un métier où tu te sens bien. voilà, c'est là qu'on se dit, Ouais. là j'ai trouvé le métier où quelque part on me dit, oh, faut attention parce que le client il exagère, etc. Mais finalement, tout le temps lui dire oui, c'est la bonne solution. C'est génial. Ok. Ah ben, cool. Écoute, bah alors, on a vu un peu tous tous les thèmes que je voulais voir et je voulais terminer par ton parcours diagnostic parce que finalement, il a été question d'autisme. Attends, je sais plus maintenant. Quand tu étais enfant, à un moment donné, tu as eu une tante ou quelqu'un qui a dit, mais il doit être autiste, cet enfant, et puis c'est passé, ça, tout le monde a surfé dessus, en fait, et c'est revenu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Alors, lorsque j'ai 5 ans, j'ai effectivement une tante qui commence à parler à mes enfants, à mes parents que je serais peut-être autiste parce que ces enfants, à eux, ils sont différents, ils sont vivants. Et moi, quelque part, je suis pas vivant. Je suis là, je parle pas, je suis sage. Ok, d'accord, c'est comme une poupée. À la limite, on me déplace et qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Donc, à un moment donné, une tante a parlé de l'autisme. Et puis, j'ai eu cette psychomotricienne qui a dit il est dyspraxique, votre enfant. Donc, tout le monde s'est tourné vers cette option-là en disant oui, ce serait peut-être ça. Et puis d'autres personnes qui ont dit oui, mais non, mais c'est ton père qui est hyper contrôlateur. Et puis on s'est tourné vers cette option-là. Et puis je me suis marié et après 3 ans de mariage, mon épouse, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose, il y a quelque chose d'autre. Elle s'est mise, elle est infirmière de formation, mon Oui. épouse. Et elle s'est mise à chercher sur Internet et est venue avec syndrome d'Asperger. À l'époque, on appelait ça comme ça, syndrome d'Asperger. Et comme je pense comme pas mal de personnes autistes, moi, j'ai commencé par lire le Wikipédia. Il faut bien commencer quelque part. Et là, je m'y suis retrouvé à 100%. Tellement que je m'y suis retrouvé, j'ai acheté le lit de Tony Attwood, où je m'y suis retrouvé. Tellement que je l'ai aimé, j'ai acheté celui du professeur Motron. Et puis je m'y suis retrouvé. Tellement que je l'ai aimé, commencé à acheter des livres de témoignages comme Joseph Chovanec, etc. Et dans chaque livre, je me suis retrouvé, je me suis mis à collectionner ces livres sur l'autisme. En bon autiste. Tu as collectionné. En bon autiste. En bon autiste. Ouais. Et ma femme téléphone au psychiatre, dit oui, il y a quelque chose avec mon mari, elle parle pas encore à son... Et le psychiatre lui dit, ah, mais faut pas vous en faire, c'est pas une schizophrénie, etc. Parce que comme j'étais très très seul et en recul, ma femme avait très très peur aussi d'un diagnostic de schizophrénie. Schizophrénie peut être dangereuse. Elle avait déjà trouvé le syndrome d'Asperger, on pensait que c'était ça, mais il n'y avait pas encore de praticien qui l'avait nommé. Donc elle téléphone à ce psychiatre japonais elle lui explique toute chose
Et je dis, oui, non, c'est pas grave, c'est le syndrome d'Asperger. Mais à ce moment-là, j'avais pas les fonds nécessaires Pour faire les pour, tests. parce que ça coûte cher, un diagnostic, pour pouvoir me faire diagnostiquer au Japon. Donc, je laisse cette information de côté, je collectionne les livres, je collectionne les informations, tellement et tellement que je me dis, bah, c'est bête avec toutes ces informations, il n'y a que moi qui les... si ça pouvait au moins toutes ces informations servir à une personne, eh ben, j'aurais fait ma part dans le monde autiste. Et je mets tout ça sur un bloc D'accord, oui. qui devient un bloc. Donc, j'ai vu ton blog, il est bien fourni. Oui, oui, Tu parce as- que j'ai eu énormément d'informations. Et encore, je n'ai repris sur mon blog que les informations qui me touchent personnellement. Parce ouais, que comme on est tous différents, j'ai aussi lu des informations, j'ai aussi lu des livres et des articles qui ne me touche pas particulièrement. Donc, de la personne dyslexique, par exemple, moi qui ne suis pas dyslexique, ça ne me touche pas. Je ne vais pas poster sur la dyslexie. Je poste que les choses ouais, qui te concerne. dont j'ai ça en moi, quoi. Oui. Donc, j'ai l'expérience. Parce Et- que quand on a l'expérience, on peut en parler. oui, mais tu as Quand on déjà, n'a tu as pas beaucoup l'expérience, d'expérience parce que on a vu, tu as plein de troubles associés, donc il y a oui, énormément de choses à découvrir sur ton blog. Je mettrai le lien en description. gentil. Oui, effectivement. Et moi, dans mon esprit, quand on n'a pas l'expérience, c'est difficile d'en parler. Je sais Oui, qu'il y a des spécialistes qui sont pas autistes, qui l'ont étudié, mais sans avoir le vécu, quand même, c'est difficile. oui. Il Et, faudrait, pour bien faire, avoir les deux et réunir la théorie et l'expérience. mhm, Et ça, très peu de gens l'ont. Maintenant, ça commence à venir. J'ai vu des gens qui sont autistes et qui commencent à faire des études de neuropsychologue, etc., et qui vont avoir les deux outils dans la main. Donc, oui. à la fois le diplôme universitaire et à la fois l'expérience de la chose. Et ça va être, je pense, très salutaire pour le monde de l'autisme. Ah, complètement. Ah, je me réjouis beaucoup de ça. C'est fantastique, ça. Ouais, de plus en plus, effectivement. Et grâce aux réseaux sociaux aussi, on se sent moins seul. Entre autres, moi, je t'ai découvert sur la page adulte autiste, c'est ça? Elle s'appelle comme ça? Où tu es administrateur? Oui, je suis administrateur à l'époque où Sylvain qui a commencé la page cherchait des administrateurs. Je me suis proposé parce qu'on était en confinement à ce moment-là et que j'avais beaucoup de temps Mhm. à moi. Mhm. Donc on a commencé, on était trois et puis bon, l'administration a changé. Finalement Sylvain et moi, on est les deux seuls qui sommes restés. Et bon, D'accord. bah, administrateur, c'est pour un temps, c'est pas pour toujours. Mais elle marche Mais très on très essaie. bien cette page. Je trouve que c'est très intéressant les conversations qu'il y a. Très bien, beaucoup de bienveillance aussi. On veille à ce qui est Mhm. pas, parce qu'on a vécu malheureusement de mauvaises expériences avec certaines personnes qui n'étaient pas bienveillantes Ok. et on a dû épurer le site. On a fait venir quelqu'un spécialement pour nous faire la sécurité pendant un moment bon, il y avait des gens harcelés. Je ne vais D'accord. pas rentrer dans les détails, Non, non, mais non, mais il y que a, les gens sachent. Hein. il y a cette page, on l'a sécurisée vraiment au maximum. Ouais, c'est super. En tout cas, je mettrai ça en description aussi, comme ça les gens sauront où te retrouver sur toi, mais aussi s'ils ont envie d'être sur une chouette page où il y a beaucoup de publications intéressantes. Et voilà, est-ce que tu veux rajouter, est-ce que tu as quelque chose que tu n'aurais pas dit, que tu trouves intéressant, important, un mot de la fin ou... C'est passé vite, hein? C'est passé très vite. Je sais pas combien de temps on a mis, mais On c'est a fait passé une heure, vraiment on a très fait une vite. heure, On a fait une heure? je On te a passé jure. une heure. Fantastique. Ouais. Non, il y a juste un grand merci à toi, Sophie, à Pascal pour faire exister votre chaîne YouTube et pour m'y avoir invité, ainsi que d'autres.
Et bah, je vous souhaite le meilleur pour les années à venir. Parce que moi, je suis un grand féru et je suis toutes vos émissions. Donc j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Donc, On a des tas de vidéos très très intéressantes qui vont arriver sur des thèmes variés. On se réjouit. fantastique, fantastique. Merci beaucoup, Oli. À la prochaine Mais je sur t'en prie, Sophie, à le bientôt. net. Ouais. À bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.